Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Le moufti de Saïda, Cheikh Selim Soussan, dénonce l'attaque par les partisans du prédicateur radical Ahmad El-Assir contre l'armée libanaise et appelle à l'ouverture d'une enquête. 2 bombes explosent à l'entrée de la ville de Zahle dans la Bekaa sans faire de victimes. Les 2 engins visaient un convoi du Hezbollah qui a tiré en l'air après l'explosion. Au moins 8 personnes, des femmes et des enfants, ont été tuées dans la province de Deraa en Syrie, soumise au bombardement de l'armée. Dans la ville de Deraa, les insurgés s'emparent de 2 bâtiments militaires. Et à suivre également dans ce journal, au 21e jour de son hospitalisation, Nelson Mandela, héros de la lutte contre l'apartheid, est toujours dans un état critique mais stable aujourd'hui. Le moufti de Saïda, Cheikh Selim Soussan, a dénoncé l'attaque par les partisans du prédicateur radical Ahmad El-Assir contre l'armée libanaise. Dans son prêche du vendredi à la mosquée Zaatari, le moufti de Saïda a présenté ses condoléances aux familles des martyrs de l'armée. Il a dit refuser les appels lancés par El-Assir aux militaires sunnites à déserter. Cheikh Soussan a toutefois appelé à l'ouverture d'une enquête transparente, juste et objective, avec certains membres de l'armée qui, selon le moufti, ont porté préjudice par leurs actes à l'institution militaire. Cheikh Soussan faisait référence à la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montrant des soldats frappant et humiliant un partisan présumé du Cheikh El-Assir qui, je vous le rappelle, est toujours introuvable. Regain de tension à Saïda après le prêche du moufti Soussan. Des accrochages armés ont opposé l'armée libanaise à un groupe salafiste qui essayait d'entrer dans l'ancien quartier général du Cheikh Ahmad El-Assir à Abra. Le groupe organisait une manifestation en soutien au cheikh salafiste qui est parti de la mosquée Zaatari à l'issue du prêche du moufti de Saïda. Cheikh Soussan a été jugé par les manifestants trop conciliant. Dans son commentaire des événements de Abra, des sources sécuritaires ont démenti que des accrochages ont lieu et assurant qu'il s'agissait de tirs en l'air effectués par l'armée pour disperser les manifestants. À l'appel du parti salafiste Al-Tahrir, une manifestation a eu lieu après la prière du vendredi à Tariq Jdidé à Beyrouth, et ce en signe de protestation contre les récents développements sécuritaires à Saïda et à Abra. Lors du rassemblement, les manifestants se sont dit déterminés à poursuivre leur mouvement tant que les autorités libanaises n'auront pas fait toute la lumière sur les événements meurtriers qui ont secoué Saïda. Un autre sit-in a eu lieu à l'appel du parti salafiste Al-Tahrir devant la mosquée Mansouri à Tripoli. Les manifestants ont ensuite organisé une marche dans les rues de la ville où des routes ont été bloquées et des tirs en l'air ont été signalés. Un mouvement similaire a été également organisé à Saad Nayel dans la Bekaa où une brève manifestation a été organisée devant la mosquée Ali Ben Abi Taleb. Je vous le disais en titre, 2 bombes ont explosé ce vendredi à l'aube à l'entrée de la ville de Zahle dans la Bekaa sans faire de victimes. Les 2 engins étaient placés à l'entrée d'une autoroute locale. L'attaque visait un convoi du Hezbollah qui a tiré en l'air après l'explosion. Les forces de sécurité ont encerclé le secteur et ont ouvert une enquête. Le député Hassem Kanso pourrait bientôt perdre son immunité parlementaire. Le procureur près la Cour de cassation, le juge Samir Hamoud, a envoyé ce vendredi au ministre sortant de la Justice, Chakib Korbaoui, une demande en ce sens. Kanso, membre du directoire du parti Baas, pro-Assad, avait accusé la semaine dernière le président de la République, Michel Sleiman, de trahison, et ce en raison des 2 notes que le chef de l'État a adressées à l'ONU et à la Ligue arabe au sujet des agressions syriennes contre le territoire libanais et la population civile. Les corps de 16 hommes torturés à mort par les forces de sécurité syriennes ont été remis à leurs familles. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, il s'agit de 16 habitants de la localité d'Arasta, c'est au nord-est de Damas. La date de leur mort est inconnue. Arasta a été soumis à d'intenses pressions de l'armée au cours des dernières semaines. L'Observatoire a également rapporté ce vendredi la mort d'au moins 8 personnes, des femmes et des enfants, dans la province de Deraa, également soumise au bombardement de l'armée. Dans la ville de Deraa, les insurgés se sont emparés de 2 bâtiments utilisés par les forces du régime pour surveiller l'ensemble de l'agglomération. Ce sont les positions les plus importantes conquises par les rebelles dans cette région en 27 mois de conflit, toujours selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des échantillons ramenés par des journalistes du quotidien français Le Monde après une attaque à la mi-avril en banlieue de Damas ont révélé 13 cas de contamination au sarin. Ces échantillons ont été analysés par un laboratoire dépendant de la Direction générale de l'armement du ministère français de la Défense.
Les résultats ont mis en évidence la présence de sarin dans de l'urine, des cheveux, des vêtements et du sang pour l'une des victimes déjà testées positives sur un habit. La France et les États-Unis ont récemment accusé le régime de Bachar el-Assad d'avoir utilisé du gaz sarin contre les rebelles. Une équipe d'experts de l'ONU attend toujours depuis 3 mois le feu vert des autorités syriennes pour enquêter sur place sur tous les cas suspects d'utilisation d'armes chimiques. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, la situation en Syrie et au Moyen-Orient, commentée par Alexandre Adler, spécialiste des relations internationales. Il s'exprimait ce matin sur les ondes de nos confrères d'Europe 1. À cause du remplacement rapide du cheikh Hamad au Qatar, qu'on a pu, j'ai fait un rapide coup d'œil circulaire. On va évidemment éviter la Syrie qui est en train de faire contagion au Liban. On a vu les graves incidents de Sidon entre miliciens sunnites et armée libanaise, appuyant d'ailleurs les chiites. On n'est pas loin d'une situation comparable en Irak, mais ça on le connaît. Mais regardant un peu plus loin, j'ai été frappé de voir à quel point aujourd'hui nous sommes dans une situation d'acratie, pour employer un terme grec, c'est-à-dire d'absence de pouvoir. Acratie, ça veut dire absence de pouvoir. Oui, autocratie, c'est le pouvoir qui revêt. Acratie, il n'y en a pas. D'accord. C'est un terme qui existait en Grèce. En tout cas, ici, dans le monde arabe, on en aurait besoin. Si nous regardons un peu, le président Bouteflika est toujours aux Invalides. Après avoir été au Val-de-Grâce, il n'est toujours pas rentré en Algérie. Tout le monde s'agite pour la succession. Personne n'en parle ouvertement, mais enfin, il y a une espèce de vide du pouvoir en Algérie. La Libye, c'est un vide du pouvoir depuis maintenant 2 ans. En ce qui concerne maintenant les 2 grands États du Mashrek, de l'Est du monde arabe, l'Égypte et l'Arabie Saoudite, la situation est presque aussi mauvaise. En Arabie Saoudite, le roi Abdallah, qui a près de 90 ans et un état de santé réputé mauvais, a passé la main à un régent. Le premier régent, manque de chance, est mort d'un cancer. Le second n'est pas vraiment régent et la jeune génération s'agite. Il n'y a plus personne qui est décisionnaire dans le plus grand pays du monde arabe et le plus riche. Quant à l'Égypte, eh bien, le président Morsi subit maintenant une contestation radicale. Il y aura des manifestations. On sait déjà qu'elles vont s'en prendre au siège des frères musulmans. Il y a des agitations dans tous les sens, y compris ceux qui parlent ouvertement d'un retour de l'armée. La police n'obéit absolument pas aux consignes du pouvoir. Bref, nous sommes aujourd'hui au bord d'une certaine anarchie égyptienne pendant que la situation économique reste très sérieuse. Et nous avons déjà mentionné la Syrie, le Liban, l'Irak. Le Yémen est une fédération de tribus qui n'est pas véritablement dirigée. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Oui, c'est la question que j'allais vous poser, parce que tel que vous le racontez, c'est impressionnant. On a l'impression qu'il n'y a aucun chef dans tout le monde arabe. Dans tout le monde arabe. J'aurais dû parler aussi de la Palestine, où Gaza et la Cisjordanie restent disjointes, et où le Premier ministre Salem Fayyad, qui était un homme apprécié, a dû donner cette démission. Mais il nous reste le Maroc, à un bout, et le sultanat d'Oman, à l'autre bout, c'est-à-dire 2 monarchies traditionnelles. On pourrait ajouter la monarchie jordanienne, qui n'est toujours pas tombée, et qui, parce qu'elles ont sans doute une autorité qui vient de très loin, arrivent d'une certaine manière à faire travailler ensemble les différents partis. C'est peut-être une leçon pour le reste du monde arabe. Il faut une autorité forte et peut-être un peu distincte de la gestion du gouvernement. Mais enfin, ce n'est pas un simple problème constitutionnel. Nous avons véritablement une crise du monde arabe qui atteint son point culminant. Curieusement, ce n'est pas les manifestations dans la rue, c'est l'incapacité des pouvoirs à embrayer sur la réalité. Au 21e jour de son hospitalisation, Nelson Mandela, héros de la lutte contre l'apartheid, était toujours dans un état critique mais stable ce matin. Difficile pour les proches de l'ancien président sud-africain, âgé de 95 ans bientôt, de se résigner à le voir partir. Pourtant, pour la première fois hier, sa famille a évoqué publiquement la perspective de sa mort imminente. Devant l'hôpital de Pretoria, où la vie de Madiba ne tient plus qu'à une assistance respiratoire, c'est tout un pays qui se recueille et prie.
Donc on le voit sur ces images, la population qui se recueille près de l'hôpital où est donc hospitalisé Nelson Mandela, qui, selon les autorités, serait toujours dans un état critique. Et je vous rappelle que le président américain Barack Obama est attendu ce soir en Afrique du Sud, mais aucune rencontre n'est donc prévue avec le premier président noir d'Afrique du Sud. Une pluie intense de grenades lacrymogènes aux abords du stade de football de Fortaleza dans le nord-est du Brésil. Des étudiants, en majorité, ont dénoncé la corruption de la classe politique. Des prières et des bouteilles ont été lancées contre la police. Au moins 7 personnes ont été blessées. Plus de 70 ont été arrêtés. À Rio de Janeiro, une autre manifestation. 5000 étudiants, ouvriers entre autres, ont défilé pacifiquement cette fois. Et c'est un pas en avant pour les ressortissants étrangers aux États-Unis. Le Sénat américain a adopté la première réforme de l'immigration en un quart de siècle. Le texte doit être encore validé par la Chambre des représentants. La réforme de l'immigration est l'une des promesses de campagne de Barack Obama. En contrepartie, la frontière avec le Mexique devrait être renforcée par l'embauche de 20 000 agents supplémentaires et par l'achat de surveillance, donc de matériel de surveillance, dont des drones, des hélicoptères et des détecteurs de mouvement. Manuela Hernandez a 100 ans et vient de recevoir son premier diplôme. La vieille dame, qui a dû arrêter l'enseignement primaire après 1 an pour aider sa mère dans les tâches quotidiennes, a repris les cours et vient de terminer ses études primaires. C'est l'un de ses petits-enfants qui a poussé Manuela à reprendre les cours. Une initiative qui a beaucoup plu à la dame qui souhaite à présent entamer ses études secondaires. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Voici tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le moufti de Saïda, Cherseline Soussane, dénonce l'attaque par les partisans du prédicateur radical Ahmad El-Assir contre l'armée libanaise et appelle à l'ouverture d'une enquête. 2 bombes explosent à l'entrée de la ville de Zahle dans la Bekaa sans faire de victimes. Les 2 engins visaient un convoi du Hezbollah qui a tiré en l'air après l'explosion. Au moins 8 personnes, des femmes et des enfants ont été tués dans la province de Daraa, soumise au bombardement de l'armée syrienne. Dans la ville de Daraa, les insurgés s'emparent de 2 bâtiments militaires. Et au 21e jour de son hospitalisation, Nelson Mandela, héros de la lutte contre l'apartheid, était toujours dans un état critique mais stable ce matin. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne et en direct au www.futurtvnetwork.com ou en téléchargeant gratuitement notre application mobile Futur TV Lebanon. Excellente suite de programmes sur notre antenne. Vous retrouverez Nouraël à la barre des 2 prochains JT. Bon week-end à toutes et à tous.